bien au 911? Le suspect avait clairement déjà fait ça avant. Les vols se poursuivaient et le suspect était de plus en plus violent. Envoyez une ambulance à Wilco sur Trowick. Nous n'avions que très peu d'éléments. Nous ne savions pas qui avait commis ces crimes odieux. Mais on savait que ce voleur en cavale allait probablement tuer quelqu'un d'autre s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tiens, chérie. Merci. C'est le début de la matinée et Stephanie Powell Anderson, 39 ans et mère de 4 enfants, se rend à son travail. Ma mère était une personne extraordinaire. Elle travaillait dur et elle était prête à donner tout ce qu'elle avait. Elle a toujours voulu aider les autres. Stephanie vit avec 3 de ses enfants et son fiancé, Russell Hewitt. Russell et ma mère étaient fiancés et ils avaient vraiment hâte de se marier. Ils aimaient passer du temps ensemble. Tout allait bien. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau travail. Tout allait pour le mieux. C'était parfait. Bon, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Elle travaillait au magasin Wilco S, situé route de Trawick à Raleigh, en Caroline du Nord. Elle ouvrait le magasin. C'était son rituel, tous les matins. Russell allait au magasin tous les jours pour prendre le journal. Il venait juste parler avec elle avant d'aller travailler. Allô? 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 Je suis bien au 911? Bonjour? Allô? Est-ce que je suis au 911? Bonjour, oui? Il me faut une ambulance rapidement à Wilco sur Trowick. Envoyez une ambulance tout de suite. Allô, monsieur? S'il vous plaît, envoyez une ambulance à Wilco sur Trowick. Je connais pas l'adresse. Vers 5 heures du matin, le service d'urgence a reçu l'appel d'un certain Russell Hewitt, désemparé, qui aurait trouvé sa petite amie étendue derrière le comptoir. Service d'urgence, que puis-je pour vous? Je vous entends très mal. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vous écoute. Que se passe-t-il? J'ai besoin d'une ambulance. Envoyez vite une ambulance à Wilco sur Trowick. Ça y est, la police est là. La police arrive. Je sais pas ce qui va pas, bon sang. Je sais pas ce qui va pas. Des agents se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont trouvé M. Hewitt manifestement affolé et très perturbé. Russell Hewitt ne savait pas ce qui était arrivé à sa petite amie. Il y avait très peu de sang, voire pas du tout. Il a tout de suite pensé à une crise cardiaque. Stephanie est transportée d'urgence à l'hôpital. On découvre alors que la victime a été blessée par balle au niveau de la poitrine. Peu de temps après son arrivée à l'hôpital, Stephanie Powell Anderson succombe à ses blessures. D'un simple braquage, on basculait vers un homicide. Dès que j'ai été informé de cet homicide, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons élaboré un plan d'action pour la suite de l'enquête. Il est très important d'interroger la personne qui a découvert la victime
afin d'écarter toute éventualité de culpabilité. À quelle heure commençait Stéphanie ce matin? Vers 5h, 5h15. Monsieur Hewitt a déclaré que Stéphanie était partie avant lui pour se rendre au Wilco S. Et il n'était pas rare que Russell passe la voir au magasin. Je regrette d'avoir à vous demander ça, mais y avait-il des problèmes à la maison? J'ai interrogé Monsieur Hewitt sur les problèmes que Stéphanie et lui pouvaient avoir dans leur relation. Et il m'a répondu qu'il n'y en avait pas. À sa connaissance, personne n'avait de problème avec Stéphanie. De la vie générale, elle était appréciée par sa famille, ses amis et même les clients du magasin. Lors de la phase initiale d'une enquête, nous sécurisons la scène de crime, en veillant à préserver les preuves potentielles. Malheureusement, aucun élément significatif n'a été trouvé sur place. Avec aussi peu d'informations, il était évident que l'identification du suspect allait être une tâche ardue. Lorsqu'il n'y a pas de témoins sur les lieux, pour nous, l'une des premières choses à faire est de vérifier le système de vidéosurveillance. Cela permet généralement d'obtenir un compte-rendu impartial de ce qui s'est passé. On peut vérifier si cette caméra fonctionne? Nous avons découvert qu'il y avait une caméra extérieure qui filmait la porte d'entrée, une caméra intérieure tournée vers le comptoir et une caméra dirigée vers l'arrière du comptoir, là où l'homicide a eu lieu. Commencé juste avant que Stéphanie n'arrive sur place. La vidéo montre Stephanie Anderson s'approcher du magasin avec son sac à la main, prête à ouvrir la porte. Elle se fait menacer par un homme qui porte un masque. Revenez en arrière. Le sujet a sorti une arme et l'a forcé à entrer dans le magasin. Il portait une veste noire à capuche et un masque sur le visage. On peut les suivre avec une autre caméra? On entendait difficilement ce qui se passait, car il y avait de la musique en arrière-plan. On entendait la victime crier et l'alarme s'était déclenchée dans le magasin. Stéphanie et le suspect étaient hors champ de la caméra de la caisse principale. C'est bon? Non, parce que d'habitude, je ne suis pas ici. Bien sûr que si. Non, je vous assure. Appuyez encore une fois. D'accord. Appuyez encore une fois. Je vous jure que ça ne marche pas. Le suspect a forcé Stéphanie à s'approcher de l'alarme pour tenter de la désactiver. Je suis désolée. Ouvrez le coffre. Il insistait beaucoup sur l'ouverture du coffre. En fait, il voulait absolument qu'elle l'ouvre. Mettez-vous à genoux. Écoutez-moi. À genoux. Il n'y a pas de minuterie. À genoux. Si, je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas de minuteur. Si, je vous le jure sur ma vie. Pour la dernière fois. Je vous en supplie, je tremble.
Le suspect avait clairement déjà fait ça avant. La façon dont il parlait montrait que ce n'était pas sa première fois. On l'entendait dire qu'il n'y avait pas de minuterie sur le coffre. Il savait comment fonctionnait ce matériel. Mais l'homme a paniqué lorsqu'il a constaté que l'employé ne s'exécutait pas aussi rapidement qu'il le souhaitait. 1, 2, Je le jure devant Dieu. Oh mon Dieu. je m'en fous, ouvrez-le. Je vous jure devant Dieu. Ouvrez-le, Pitié. ouvrez-le. Il avait donné à sa victime 3 secondes. C'était un ultimatum. Si le coffre n'était pas ouvert dans quelques secondes, il lui tirait dessus. Ouvrez-le, Pitié. ouvrez-le. Ouvrez-le, ouvrez-le, ouvrez-le. On entendait des cris. Le suspect a tiré un coup de feu qui a touché Stéphanie. Ouvrez-le, ouvrez-le, ouvrez-le. Stéphanie est tombée au sol. Ouvrez-le, ouvrez-le. Le suspect a commencé alors à se répéter. Il continuait à crier à Stéphanie « Ouvrez-le, ouvrez-le, ouvrez-le ». C'est quelle clé? C'est quelle clé? Après avoir tiré sur la victime, il s'est penché sur elle et il s'est mis à fouiller dans ses poches pour récupérer ses clés. Il a tenté alors d'ouvrir le coffre-fort en essayant différentes clés. C'est quelle clé? Il a continué à poser des questions à Stéphanie, mais à ce stade, elle ne réagissait déjà plus. Il n'a pas réussi à ouvrir le coffre-fort avec les différentes clés présentes sur le trousseau. Ces tentatives ont duré une quinzaine de secondes. Pendant les 11 secondes suivantes, on pouvait voir Stéphanie bouger son bras sur la vidéo. Elle essayait de saisir quelque chose. J'ai pensé qu'elle tentait peut-être de prendre un téléphone ou quelque chose. Mais elle était totalement impuissante. Après avoir reçu une balle, elle ne pouvait rien faire. Passez sur la caméra de l'entrée, voyons ce qui se passe ensuite. Alors que Stéphanie lutte pour sa survie, le suspect s'enfuit du magasin. À aucun moment, il n'a semblé embarrassé. C'était affligeant, perturbant et vraiment dérangeant de voir qu'un homme puisse entrer dans un magasin, forcer quelqu'un à ouvrir un coffre sous la menace d'une arme à feu, abattre sa victime et quitter les lieux comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé d'inhabituel. Environ une minute après que le suspect s'est éloigné de la porte d'entrée, on a vu un véhicule s'arrêter sur le parking devant le magasin. Le conducteur du véhicule a fait le tour du magasin et a regardé à travers la vitre. C'était le petit ami de Stéphanie. Russell est entré dans le magasin pour chercher Stéphanie. Bébé,
Bébé! Bébé! Bébé, ah! Et évidemment, comme n'importe qui, il est totalement désemparé de trouver sa petite amie sans réaction derrière le comptoir. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Monsieur Hewitt a appelé le service d'urgence et peu après, des agents sont arrivés sur les lieux. Sur les images, on le voyait clairement arriver après le suspect. Il ne portait pas les mêmes vêtements, c'était donc un témoin innocent. Les inspecteurs visionnent de nouveau l'attaque à la recherche d'indices sur l'identité du suspect. On n'avait que très peu d'éléments à notre disposition. Le suspect portait un bandana bleu qui couvrait son visage, ce qui nous empêchait de le voir. De plus, sa tête était couverte d'une capuche. Les seuls éléments sur lesquels on pouvait se baser étaient la description de ses vêtements et des caractéristiques physiques, telles que le poids et la taille. Le suspect semblait être un homme noir d'1,80 m, visiblement musclé. Arrêtez? Zoomez? Il était armé d'un revolver noir avec une crosse en bois. Il y avait donc un individu qui se promenait en tirant sans scrupule sur les gens qui ne pouvaient pas ouvrir un coffre-fort ou qui refusaient d'obtempérer. Notre objectif était de tout faire pour attraper le responsable. Le matin du 10 avril, j'ai été réveillée par Russell qui frappait à ma porte. Russell nous a regardés et nous a dit « Votre mère est partie ». J'ai ressenti de la douleur. Une immense douleur. Ça semblait irréel. J'étais avec elle la veille au soir. Je lui ai dit que je l'aimais. Ça semblait impossible. Je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Quelle était la motivation? Pourquoi? Tuer quelqu'un pour rien? Pourquoi? Comme il s'agissait d'un braquage raté, il fallait examiner d'autres affaires de braquage. J'étais inspecteur affecté à l'unité des vols au sein de la police de Raleigh. Mike Galloway était chargé de cette affaire et il est venu nous parler à la brigade des vols. Il nous a dit « Voilà ce que j'ai, vous pouvez regarder la vidéo. Avez-vous des affaires de ce genre en cours ?» Nous nous sommes rendus compte que cela pouvait être lié à 2 affaires de vol sur lesquelles nous étions en train d'enquêter. Une autre station-service Wilco S a été cambriolée 2 fois, plus tôt dans l'année, en février précisément. La description du suspect était similaire, le mode opératoire était le même, il pouvait donc s'agir du même homme. C'était peut-être le même homme qui avait commis le meurtre de Stephanie Anderson. Le cambriolage de Wilco S du 1er février s'était déroulé de la même manière. Monsieur Pavel était le gérant du Wilco S. Quand Monsieur Pavel est arrivé au magasin, vers 5 heures du matin, un homme noir musclé d'1,80 m s'est approché de lui, vêtu d'un sweat à capuche sombre. Son visage est couvert d'un bas et il porte une arme de poing. Le suspect a demandé au gérant de désactiver l'alarme, ce qu'il a fait.
Il a alors forcé M. Pavel à passer derrière le comptoir pour qu'il ouvre le coffre. M. Pavel s'est exécuté et l'a ouvert. « 12 jours plus tard, le 13 février, M. Pavel a été à nouveau victime d'un vol, sous la menace d'une arme, de la même manière que la première fois. Ça s'est produit au même moment de la journée, tôt le matin. Le suspect a brandi une arme qui semblait être tout à fait identique. M. Pavel a fourni une description du suspect comparable à celle du vol précédent. Nous avons comparé ces éléments avec le braquage de Stephanie au Wilco S de Trawick. Mode opératoire et description du suspect étaient très similaires. Un homme noir d'1,80 m, musclé, s'est approché d'un employé, l'a forcé à entrer dans le magasin sous la menace d'une arme et lui a demandé d'ouvrir le coffre. Nous étions convaincus que ces trois affaires étaient liées. Avons-nous des preuves permettant de relier ces affaires ? Il fallait rouvrir ces dossiers et voir quelles étaient les autres preuves physiques disponibles. Il pouvait s'agir d'empreintes digitales, d'empreintes de chaussures ou de tout autre élément que le suspect avait pu laisser derrière lui. On espérait que les informations ou les preuves récupérées lors de ces vols nous permettraient de nous rapprocher de l'assassin de Stephanie Anderson. Malheureusement, rien ne correspondait. On n'avait rien retrouvé. On avait donc un voleur en série et désormais, il était coupable de meurtre. Et on savait que ce voleur en cavale allait probablement tuer quelqu'un d'autre s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tandis que l'enquête se poursuit, la famille de Stephanie se réunit pour les funérailles. Nous l'avons célébré comme il se devait. Tout le monde portait du violet, c'était sa couleur préférée. C'était vraiment bien. Tout le monde avait de bons souvenirs de ma mère. Personne ne pouvait dire du mal d'elle, parce que c'était tout bonnement impossible. Ma mère était entourée d'amour, de nous tous. C'est réconfortant. Elle aimait être entourée de sa famille. Il était donc normal que tout le monde soit là pour accompagner les autres et lui rendre hommage. Je pense que nous avons trouvé une autre affaire, dans un subway cette fois. Le 7 mai 2008, la police de Raleigh a reçu un appel du restaurant Subway au centre commercial Colony sur Six Force Road, signalant qu'une personne était entrée et avait dévalisé le magasin. Un homme noir, portant un chapeau de plage et des lunettes de soleil, avait commandé un sandwich, avait sauté sur le comptoir, avait brandi une arme à feu et demandé de l'argent. Le suspect avait tiré une balle en direction de la victime, heureusement sans la toucher. Puis il s'était enfui du restaurant par l'arrière. Malheureusement, il n'y avait pas de système de vidéosurveillance. Dans le cas du vol commis au subway de Sea Forks Road, certains éléments étaient légèrement différents, mais beaucoup d'autres étaient ressemblants, en particulier le revolver foncé à la poignée marron. Cette fois-ci, la description de l'arme à feu et les caractéristiques physiques du suspect correspondaient. Et nous étions alors convaincus qu'il s'agissait bien de notre suspect de vol en série. Nos agents ont donc examiné le lieu du vol. Ils ont cherché des empreintes digitales, ils ont examiné le comptoir pour tenter de trouver des empreintes de chaussures. Nous avons également pu localiser le trou causé par la balle et nous avons extrait la balle encastrée dans le mur. Cette affaire nous préoccupait parce que les vols se poursuivaient et le suspect se montrait de plus en plus violent.
Il avait assassiné Stephanie Anderson lors d'un vol et il avait tiré sur un employé du fast-food. On était donc très inquiets et on savait qu'il était urgent de trouver le responsable. Mais on ne possédait que très peu d'indices sur celui qui avait commis tous ces crimes odieux. Au poste de police, l'inspecteur Falk découvre une affaire similaire dans un autre restaurant Subway datant de janvier de la même année. Dans cette affaire, le suspect était entré dans le magasin et il avait postulé pour un emploi. Il portait des lunettes de soleil et d'autres choses pour dissimuler son visage. L'employé s'est baissé pour prendre un formulaire, le suspect a sorti une arme de poing et il a demandé de l'argent à la vendeuse. Puis il a compté jusqu'à 3, ce qui ressemblait étrangement à l'affaire Stephanie Anderson. Il ne lui a laissé que quelques secondes pour ouvrir le coffre-fort. Comme elle n'était pas en mesure de le faire, elle a informé le suspect qu'elle ne pouvait pas ouvrir le coffre. À ce moment, le suspect s'est tourné vers le comptoir. Il s'est mis à fouiller dans la caisse, il a saisi tout l'argent liquide qui s'y trouvait et il s'est enfui. Le plaignant a décrit le suspect comme étant un homme noir d'environ 1,80 m, musclé, portant une veste verte, des lunettes de soleil, à la peau moyennement foncée et armé d'un revolver noir à poignée marron. Il existait des similitudes évidentes entre le braquage du Subway et le meurtre de Stephanie Anderson. Le 10 septembre, nous avons été informés d'un appel d'urgence provenant de Mexico Lindo. La situation ressemblait trait pour trait à ce que notre suspect avait fait par le passé. Un homme noir d'environ 1,80 m en tenue de type militaire, des gants, un pistolet avec un canon noir et une poignée marron, et il commettait un vol au cours duquel une personne était abattue. Dix minutes après l'appel au service d'urgence, les premiers policiers de Raleigh sont arrivés sur les lieux. Notre analyste a pris une vidéo de la scène du crime. On y voit les traces de sang laissées par l'employé blessé. Heureusement, les secours ont pu la prendre en charge à temps. Sur le comptoir, on avait une empreinte de pas qu'on devait évidemment préserver. Il s'agissait d'une preuve matérielle qu'on pouvait utiliser plus tard au cours du procès, dans le cas où on parviendrait à identifier le suspect. On allait également devoir récupérer les balles tirées à l'intérieur de l'établissement. On avait aussi retrouvé une arme à feu sous le comptoir. Le suspect avait vraisemblablement tiré sur la victime parce qu'elle essayait de récupérer une arme à feu sous le comptoir. L'établissement était équipé de plusieurs caméras de vidéosurveillance. Vous pouvez avancer jusqu'à 20h20 ? C'est son heure d'arrivée. On était impatients de voir comment s'était déroulé le cambriolage. Cela afin d'essayer d'identifier rapidement l'individu responsable et le mettre hors d'état de nuire. Le système de caméras de surveillance du Mexico Lindo était très performant. Remettez ce passage.
À 20h23, le suspect est entré dans le magasin. Il avait une arme à feu à canon noir et à poignée marron. Il était vêtu d'une tenue militaire. De toute évidence, c'était bien notre homme. On peut changer de caméra ? Les deux employés du magasin ont vu le tireur entrer et elles se sont précipitées derrière le comptoir. Il a tourné son attention vers l'une des deux employées et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Il a tiré plusieurs coups d'affilée. Il a perdu le contrôle. Et il s'est comporté différemment par rapport au vol de Wilco S, où il savait à quoi s'attendre. Là, il est tombé sur des personnes qui ont réagi de manière imprévue. Après avoir tiré sur l'employé, le suspect s'est mis à fouiller sous le comptoir. Il est parvenu à prendre environ 7 000 $ directement dans la caisse. Puis il s'est enfui. Passez à l'autre caméra. On a vu le suspect sortir de l'établissement à 20h23, moins d'1 minute après y être entré. Peu après la fuite du suspect, l'une des employées s'est précipitée vers la porte d'entrée et l'a verrouillée. Elle est retournée derrière le comptoir et elle a tenté de porter secours à la victime blessée par balle. Elle a appelé les secours et elle est restée sur place. Les deux employés se sont ensuite dirigés vers la porte d'entrée de l'entreprise. Mais la femme touchée semble souffrir de sa blessure. En arrivant près de la porte, elle s'est effondrée sur le sol. L'employé est blessé par balle à la main et à l'épaule. Heureusement, elle a survécu à ses blessures. Remontez jusqu'à l'arrivée du suspect. Mettez sur pause. Zoomez. L'angle de la caméra nous a permis d'obtenir une très bonne image du suspect. Le suspect avait le visage couvert. Il portait une cagoule. Mais on voyait très bien ses yeux. Les enquêteurs ont déjà une empreinte de chaussure du suspect. Et ils possèdent désormais une photo. On va faire appel aux médias. Nous avons utilisé ces images pour réaliser un avis de recherche. Il a été diffusé auprès des médias et du public. Nous avons placardé les affiches dans les restaurants, les fast-foods, les supérettes. Nous étions convaincus qu'un ami, un parent, un frère, une sœur, ou même un autre de ses proches reconnaîtrait le visage du suspect, d'après les yeux, le visage et le nez. Malheureusement, la violence ne faisait que s'intensifier. Et nous devions agir très rapidement pour identifier cet individu.
Le rapport balistique sur les braquages de Subway et de Mexico Lindo est arrivé. Les experts en balistique ont conclu que les projectiles récupérés au Mexico Lindo étaient identiques à ceux du Subway et du meurtre de Stephanie Anderson. Il y avait donc de fortes raisons de penser que la personne qui avait commis ces vols était également responsable du meurtre de Stephanie Anderson. Inspecteur Galloway à l'appareil. L'avis de recherche avait permis de récupérer quelques informations. Une femme nous avait ainsi indiqué être persuadée que le suspect figurant sur la photo de l'avis de recherche pouvait très bien être son ex-petit ami. Je reconnais l'imperméable élégant. Elle avait fourni des informations importantes correspondant aux caractéristiques physiques du suspect, telles que ses vêtements, sa taille, son poids. Je n'ai pas de doute quand je vois ses yeux. Quant à l'arme utilisée, elle avait également identifié un autre pistolet en sa possession, dont le canon était noir et la poignée marron, similaire à celui utilisé. Elle a pu nous donner le nom de son ex-petit ami, Armand De Vega. J'ai recherché son nom dans notre système informatique. Cela m'a permis de retrouver une photo du visage du suspect. La ressemblance avec l'auteur des braquages était indéniable. Il avait déjà été condamné pour vol. Bien, il nous faut un mandat. Nous avions prévu d'envoyer une unité du SWAT pour procéder à l'arrestation. Compte tenu du nombre de fois où il avait tiré sans hésitation, nous étions convaincus qu'il représentait un risque. Ne bougez plus! Mettez les mains en l'air! L'équipe du SWAT l'a emmené en garde à vue. Je suis retourné au poste de police où j'ai enfin rencontré Armand De Vega pour l'interroger. Comprenez-vous les raisons de votre arrestation? De Vega semblait quelque peu distant. Nous l'avons confronté au vol de Mexico Lindo. Nous avions l'heure indiquée par la caméra de surveillance et nous lui avons dit « C'était vous. Nous savons que c'était vous. Ce sont les affaires que vous portiez. C'est l'arme que vous avez utilisée. Différentes personnes ont identifié cette arme qui vous appartient. » Mais il a tout nié en bloc. J'ai contacté les membres de la famille, les associés et les amis proches de De Vega pour tenter d'obtenir des informations supplémentaires sur lui et ses habitudes. De plus, j'ai pu avoir une conversation avec la belle-sœur de De Vega. Merci beaucoup d'être venu. Prenez place. Elle était tombée sur les images du suspect de vol en série, celles qui avaient été diffusées dans toute la ville. Elle pensait que le suspect pouvait effectivement être son beau-frère, Armand De Vega. Ce n'est pas son visage que je reconnais, mais la corpulence est similaire. La belle-sœur de Vega lui a posé la question lorsque l'affiche a été diffusée. Elle était dans une station-service. Elle a vu les images et elle l'a appelé plus tard dans la soirée pour lui demander « Est-ce que c'est toi ?» Mais il a nié. Il s'est contenté de rire et de dire qu'il ne ferait jamais une chose pareille. La belle-sœur a passé en revue les images, celles que nous avons rassemblées au cours de la série de braquages.
Elle a vu les vêtements portés par le suspect, comme des bottes vasques et d'autres articles. Elle nous a confirmé qu'effectivement, il aimait porter ce type de vêtements et de chaussures. Merci. Votre aide nous a été précieuse. En l'absence d'aveu, les enquêteurs cherchent tout ce qui pourrait relier De Vega au braquage. Nous avons cherché des chaussures qui ressemblaient à celles portées par le suspect, car nous avions retrouvé des empreintes de pas. Au moment de son arrestation, Armand De Vega vivait avec ses parents, à Raleigh. Les parents d'Armand ont indiqué qu'ils allaient généralement à l'église le mercredi soir. Les mercredis soirs étaient des moments importants dans notre enquête, car nous avions remarqué que plusieurs des braquages avaient justement eu lieu ces soirs-là. Alors que ses parents quittaient le domicile pour assister à la messe, notre suspect commettait ses crimes sans être remarqué. Nous avons fouillé leur domicile, on a trouvé des chaussures et on a récupéré un ordinateur portable. Nous avons pris les chaussures pour pouvoir comparer les empreintes des semelles. Les bottes retrouvées dans la chambre de Vega présentaient une forte ressemblance et un design conforme à l'empreinte laissée au Mexico Lindo. Une deuxième chaussure retrouvée dans sa chambre correspondait aux empreintes laissées lors du cambriolage du Subway, avec une semelle extérieure identique. Une recherche sur l'ordinateur trouvé dans la chambre de M. De Vega a permis de montrer qu'il consultait souvent les médias locaux au sujet des crimes qu'il avait commis. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les preuves s'accumulaient contre Armand De Vega et il est devenu évident qu'il s'agissait de la bonne personne. L'arme utilisée pour les crimes n'a jamais été retrouvée, mais les procureurs ont suffisamment d'éléments pour entamer un procès. Armand De Vega est accusé d'homicide volontaire dans l'affaire Stephanie Anderson, de tentative d'homicide volontaire dans l'affaire Mexico Lindo et de vol avec une arme dangereuse. Armand De Vega a été arrêté en 2008, mais l'affaire n'a été jugée qu'en février 2014. Le nombre important de pièces à conviction et les 16 000 pages du dossier ont ralenti la procédure. De plus, la gravité des faits rendait l'accusé passible de la peine de mort. Le jury a déclaré l'accusé Armand De Vega coupable d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire dans l'affaire Mexico Lindo, ainsi que de 4 chefs d'accusation de vol avec une arme dangereuse. De Vega est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Stephanie et à une peine maximale de 72 ans pour les 5 autres chefs d'accusation. Sans les images de vidéosurveillance, M. De Vega ne serait pas tenu pour responsable de ces crimes. Nous avons pensé qu'il était important de montrer au jury à quel point il a fait preuve de sang-froid avec son compte à rebours, alors que cette femme était à genoux et le suppliait de lui laisser la vie sauve. 1, 2... Je le jure devant Dieu! Oh mon Dieu! Je m'en fous, ouvrez-le! Je vous jure devant Dieu! Ouvrez-le! Pitié! Ouvrez-le! Il a assassiné Stephanie Anderson lors d'un braquage et il n'a même pas réussi à ouvrir le coffre-fort. En une seconde, son geste a fait basculer le destin de toute une famille. Chaque année, nous allons déposer des fleurs sur la tombe et nous la nettoyons. La fête des mères approche. Je vais aller mettre des fleurs violettes. Elle me manque. Chaque jour, je me souviens que je ne peux pas l'appeler.
Je ne peux pas entendre sa voix. Je ne peux pas lui dire que je l'aime, qu'elle me manque. Je ne peux pas la voir quand je rentre à la maison. Alors oui, en effet, elle me manque terriblement. J'aimerais qu'on se souvienne de ma mère comme de la femme la plus gentille du monde.